Papa, il est temps que vous preniez vos affaires et trouviez un endroit où vivre. Mon fils Richard m'a regardé comme si j'étais un locataire quelconque. Marine souriait depuis le canapé, attendant mon effondrement émotionnel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je me préparais à ce moment précis depuis des semaines. J'ai posé ma tasse de café sur la table sans me presser. Parfait, mon fils. Je vais prendre tout ce qui m'appartient. J'ai vu Marine relâcher ses épaules, imaginant que je parlais de quelques vieux vêtements et peut-être de la télévision que j'utilisais pour regarder les matchs. Comme il se trompait, je me suis levé lentement, sentant chacune de mes 68 années, mais aussi cette force nouvelle qui avait grandi en moi pendant des mois de mépris calculé. J'ai besoin d'une semaine pour m'organiser, ai-je dit d'une voix tranquille. Richard a semblé surpris par mon calme. Il s'attendait à des supplications. Du drame, des larmes d'un vieil homme abandonné. Bien sûr, papa, le temps qu'il te faut, a répondu mon fils, visualisant déjà comment il transformerait ma chambre en bureau que Marine désirait depuis des mois. Elle avait déjà choisi les meubles sur sa tablette, avait déjà planifié chaque détail de son espace parfait. J'ai marché vers ma chambre d'un pas mesuré, plus décidé. Une fois là, j'ai pris mon téléphone et ouvert WhatsApp. Mes doigts, qu'il critiquait toujours pour être trop lents avec la technologie, ont écrit un message à Michel Vasseur, mon ami de toujours, et notaire retraité le plus astucieux que je connaisse. Michel, j'ai besoin de te voir demain matin. Il est temps que Richard sache qui est vraiment le propriétaire de cette maison. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Il était temps, Robert. Je t'attends à 9 heures à mon cabinet. Apporte tous les documents que tu gardes dans ton coffre. J'ai rangé le téléphone et ouvert le tiroir secret de ma commode, où reposaient les actes de propriété originaux, les certificats d'investissement, les polices d'assurance et tous les papiers qui démontraient une vérité très simple. Cette maison, les meubles, la voiture dans le garage, même le compte bancaire dont Richard croyait être bénéficiaire, tout était à mon nom. Quand ma femme, Hélène, est morte il y a 5 ans, elle avait tout clairement établi dans son testament. J'étais l'héritier universel. Richard n'aurait droit aux biens qu'après ma mort. Mais cela ne l'avait pas empêché d'emménager ici avec Marine il y a 2 ans, sous prétexte de s'occuper de papa et économiser pour leur propre maison. Ce qu'ils étaient vraiment venus faire, c'était me transformer en homme de ménage de ma propre maison. Pendant ces 24 mois, j'ai perdu de l'espace petit à petit. D'abord le salon principal, où Marine a installé sa télévision géante et ses canapés modernes. Puis la cuisine, où elle décidait ce qu'on cuisinait et quand. Puis ma propre salle de bain, que je partageais maintenant avec ses produits de beauté hors de prix, occupant chaque centimètre disponible. Mais le pire n'était pas les espaces physiques qu'ils m'avaient pris, c'était la façon dont j'étais devenu invisible dans mon propre foyer. Quand leurs amis venaient, je devais rester dans ma chambre pour ne pas déranger. Quand je cuisinais pour la famille, Marine trouvait toujours quelque chose à critiquer. Trop salé, trop simple, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de manger. Quand ma petite fille Sophie venait en visite, Marine s'assurait de monopoliser son attention, l'emmenant en promenade pendant que je restais à nettoyer la maison. Mon fils, qui était autrefois le garçon qui serrait mes jambes quand il avait des cauchemars, me parlait maintenant avec cette fausse patience qu'on utilise avec les vieux problématiques. « Papa, tu sais que Marine a raison. Papa, tu dois comprendre que les temps ont changé. Papa, tu ne peux pas continuer à vivre dans le passé. » Le passé, comme si avoir 68 ans, me condamnait à être un vieux meuble qui dérange la nouvelle décoration. Mais ils ont commis une erreur fondamentale. Ils ont sous-estimé mon intelligence. Ils pensaient qu'étant plus âgé, je serais facile à manipuler. Ils ne comptaient pas sur le fait que j'avais été ingénieur des ponts et chaussée pendant 35 ans, que j'avais géré des chantiers de millions d'euros, que j'avais pris des décisions difficiles bien avant que Marine apprenne à marcher. Pendant ces mois d'humiliation, je n'ai pas pleuré dans ma chambre comme ils le pensaient. J'ai étudié chaque mouvement, documenté chaque abus,
planifié chaque détail de ma réponse, pris des photos de comment ils avaient transformé ma maison sans ma permission. J'ai enregistré des conversations où ils parlaient de moi, comme si j'étais un fardeau. J'ai revu tous mes documents légaux avec Michel. J'ai même ouvert un nouveau compte bancaire où j'ai transféré discrètement une partie considérable de mes économies. Tout ce temps, pendant qu'il planifiait comment se débarrasser de moi, je planifiais comment récupérer ma dignité. Le moment est arrivé ce matin quand Marine a décidé de porter le coup final. Elle m'a trouvé prenant mon petit déjeuner dans la cuisine et m'a informé avec ce sourire doux mais venimeux qu'ils avaient décidé de rénover toute la maison. Il vaudrait mieux que vous cherchiez un petit appartement, Robert, quelque chose de plus approprié pour votre âge. C'est ce qui a activé mon plan définitif. Maintenant, pendant qu'ils célébraient dans le salon leur victoire apparente, j'envoyais le deuxième message du jour, cette fois à mon cousin Cédric, qui travaillait dans l'immobilier. « Cédric, j'ai besoin que tu évalues ma propriété demain après-midi. Je veux connaître la valeur actuelle du marché. Il est possible que je la mette en vente très bientôt. » Sa réponse m'a fait sourire. « Robert, ce quartier s'est beaucoup valorisé. Ta maison vaut une fortune maintenant. Très bien, plus que bien, cousin. Demain, je t'explique tout. » J'ai fermé le téléphone et me suis regardé dans le miroir de ma chambre. L'homme qui me rendait le regard n'était plus le père dévoué et silencieux des derniers mois. C'était l'homme qui avait construit cette vie, qui avait travaillé pendant des décennies pour créer un patrimoine solide, qui avait élevé un fils avec amour mais sans le gâter. Ou, c'est ce que je croyais, jusqu'à maintenant. Demain commencerait la récupération de tout ce qui était à moi, et quand je dis tout, je parle exactement de ça. Chaque brique de cette maison, chaque meuble, chaque plante du jardin que j'avais moi-même cultivé, chaque souvenir qu'ils avaient essayé d'effacer. Richard et Marine croyaient qu'ils m'avaient vaincu. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de réveiller un homme qui était resté endormi trop longtemps. La guerre venait de commencer et j'avais déjà toutes les armes nécessaires pour la gagner. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 6 heures, comme je l'avais fait pendant les 50 dernières années de ma vie. La différence, c'est que cette fois, je ne me suis pas levé pour préparer le petit déjeuner de Richard, avant qu'il parte au travail, ni pour avoir prêt les vêtements propres de Marine avant son cours de yoga matinal. Cette fois, je me suis levé pour récupérer ma vie. J'ai pris une douche sans me presser, choisissant la chemise bleu marine qui me faisait toujours me sentir professionnel et sûr de moi. Je me suis rasé avec soin, non pas parce que j'avais besoin d'impressionner quelqu'un, mais parce que je voulais me sentir moi-même à nouveau. Pendant que je me coiffais, j'ai entendu Marine se plaindre dans la cuisine. « Richard, ton père n'a même pas préparé le café. Comment allons-nous prendre le petit déjeuner ?» Mon fils a murmuré quelque chose que je n'ai pas pu entendre, mais son ton résigné m'a confirmé qu'il était déjà agacé par ma nouvelle attitude rebelle. Parfait, qu'il s'y habitue. Je suis sorti de ma chambre avec mon porte-documents à l'épaule et les documents les plus importants rangés dans une pochette discrète. Je suis passé par la cuisine, où tous deux m'ont regardé avec expectative, attendant que je joue mon rôle habituel, m'excuser, proposer de préparer quelque chose rapidement, me comporter comme le grand-père serviable que j'avais été trop longtemps. Au lieu de ça, j'ai pris une banane dans la corbeille de fruits et leur ai souri. « Bonjour, je reviens cet après-midi. » Et je suis sorti avant qu'ils puissent réagir. L'air matinal m'a accueilli comme une étreinte de liberté. Cela faisait des mois que je n'étais pas sorti seul si tôt, sans avoir à dire où j'allais ou quand je reviendrais. J'ai pris le métro pour le centre-ville, où Michel avait son petit cabinet privé. Pendant le trajet, j'ai relu les messages sur mon téléphone. Mon groupe WhatsApp, la vieille garde, était actif, comme toujours. J'ai écrit « Les amis, aujourd'hui commence une nouvelle étape de ma vie. Ce soir, je vous raconte tout dans notre visioconférence. » Les réponses sont arrivées immédiatement. Des cœurs, des messages de soutien, des émojis de force. « Robert, tu arrives ponctuel comme toujours. » Michel m'a accueilli avec une accolade chaleureuse.
À 65 ans, il restait le notaire le plus élégant et astucieux que je connaissais. Je lui ai tout raconté depuis le jour où Richard et Marine étaient arrivés avec leurs 2 semaines temporaires, qui s'étaient transformées en 2 ans permanents, jusqu'à la façon dont ils m'avaient progressivement poussé dans les coins de ma propre maison. Hier a été la goutte d'eau, ai-je continué. Marine m'a informé qu'ils avaient décidé de rénover complètement la maison et qu'il vaudrait mieux que j'aille dans un petit appartement. Ils ne m'ont pas demandé, ils m'ont informé. Michel prenait des notes pendant qu'il m'écoutait. « Robert, ce que tu me décris n'est pas seulement un manque de respect, c'est de la maltraitance émotionnelle systématique. » J'ai sorti le dossier avec tous mes documents, les actes de la maison, le testament d'Hélène, les polices d'assurance, les relevés bancaires, tout parfaitement organisé. Michel a examiné chaque papier avec une minutie professionnelle. Son expression est passée de l'inquiétude à la satisfaction et, finalement, à quelque chose que je pourrais décrire comme de la joie vengeresse. « Robert, ton fils sait que tu es le propriétaire unique de tous ses biens ?» Légalement, oui, parce qu'il était présent quand le testament d'Hélène a été lu, mais je pense que pendant ces 2 ans, il a commodément oublié ce détail. « Eh bien, il va s'en souvenir très bientôt, » a dit Michel avec un sourire rassurant. « Tu as tous les documents en ordre. Ton fils n'a aucun droit légal sur ton patrimoine tant que tu es vivant. Michel, je veux que tu prépares une lettre légale adressée à Richard et Marine, une notification formelle où il est clairement établi que je suis le propriétaire de la résidence où ils habitent. » Parfait. Autre chose? Oui, je veux mettre à jour mon testament et je veux explorer la possibilité de vendre la maison. Michel a levé un sourcil surpris. « Vendre, Robert. Cette propriété vaut beaucoup d'argent maintenant. » Exactement. Mon cousin Cédric va faire une évaluation cet après-midi. Et où habiterais-tu? J'ai regardé des appartements en ligne. Il y a une nouvelle résidence près du parc Monceau, conçue spécifiquement pour les seniors actifs. L'expression de Michel s'est transformée en pure admiration. Robert Costa, je pense que tu es sur le point de donner la leçon la plus importante de ta vie. Ce n'est pas une leçon, Michel, c'est de la justice. Je suis sorti du cabinet 3 heures plus tard avec un plan complètement structuré. De retour à la maison, je me suis arrêté chez le coiffeur où j'ai coupé mes cheveux et taillé ma barbe. Puis je suis allé au centre commercial où j'ai acheté 2 nouvelles chemises. Je n'achetais pas des vêtements, j'achetais de la confiance. Quand je suis arrivé à la maison, passé 17 heures, j'ai trouvé Richard qui m'attendait dans le salon avec une expression d'inquiétude feinte. « Papa, où étais-tu toute la journée? Marine et moi étions inquiets. Je réglais des affaires personnelles. Pourquoi? C'est que, bon, d'habitude, tu nous préviens quand tu sors et tu n'as rien préparé pour le déjeuner. Richard, j'ai 68 ans, pas 7. Je n'ai pas besoin de signaler mes mouvements et vous êtes des adultes parfaitement capables de préparer votre propre nourriture. » À ce moment, Marine est arrivée de son cours de pilates, avec cette expression perpétuellement irritée qu'elle avait perfectionnée pendant ces 2 ans. « Robert, nous devons parler de l'organisation de la maison, » a-t-elle dit sans me saluer. « Si vous allez rester ici pendant que vous cherchez où déménager, nous devons établir quelques règles claires. » Quel genre de règles, Marine? Bon, pour commencer, nous avons besoin que vous contribuiez aux dépenses. L'électricité, l'eau, la nourriture, tout a beaucoup augmenté. Voilà le vrai motif derrière tout ce théâtre. Ils ne voulaient pas que je parte. Ils voulaient me transformer officiellement en leur locataire payant dans ma propre maison. Je comprends, ai-je dit simplement. Combien considérez-vous juste que je paie? Nous pensons qu'environ 800 € par mois serait raisonnable, a bégayé Richard. 800 € pour vivre dans ma propre maison, cuisiner pour eux, nettoyer leur désordre, supporter leur mépris. Ça me semble parfait, ai-je répondu. Demain nous parlerons des détails. Et je suis monté dans ma chambre, les laissant complètement confus. Une fois dans ma chambre, j'ai composé le numéro de Cédric. Cousin, tu as déjà pu faire l'évaluation? Oui, Robert. Ta maison vaut au minimum 450 000 € sur le marché actuel.
450 000 €, plus que suffisant pour acheter mon nouvel appartement, vivre confortablement le reste de ma vie et même laisser un héritage généreux à ma petite fille Sophie. Cédric, je veux que demain tu contactes le meilleur agent immobilier que tu connais. Je vais vendre. Cette nuit-là, pendant notre visioconférence hebdomadaire, j'ai tout raconté à mes amis du groupe Vieille Garde. Leur réaction était exactement celle que j'attendais. Indignation pour ce que j'avais supporté et admiration pour la façon dont j'avais décidé de résoudre. « Robert, tu es notre héros », a dit Roland. « Nous sommes tous passés par des situations similaires. »« Ce n'est pas de l'héroïsme, » ai-je répondu, « c'est de la fatigue. Je suis fatigué d'être invisible dans ma propre vie. » Avant de dormir, j'ai revu encore une fois tous les documents que j'avais organisés pendant ces mois. Demain commencerait la phase 2 de mon plan, et cette fois Richard et Marine découvriraient que sous-estimer un homme de 68 ans avait été la plus grande erreur de leur vie. Le mercredi s'est levé avec cette clarté spéciale qu'ont les jours importants. Je me suis levé tôt, encore une fois, mais cette fois l'ambiance dans la maison était différente. Je pouvais sentir la tension flotter comme une fumée invisible. Richard était parti plus tôt que d'habitude au travail, évitant clairement toute conversation avec moi. Marine, en revanche, avait décidé de rester à la maison pour superviser mes activités. Je l'ai vue déambuler dans la cuisine quand je suis descendu préparer un café, faisant semblant d'être occupé, rangeant des placards qui étaient déjà parfaitement organisés. « Bonjour, Marine », ai-je dit d'une voix neutre, mettant de l'eau à chauffer. « Robert, nous devons clarifier certaines choses, » a-t-elle répondu sans me saluer. Son ton avait cette fausse autorité qu'elle perfectionnait depuis des mois. « Hier, Richard et moi avons parlé et nous pensons que votre attitude est un peu problématique. » J'ai servi mon café avec des mouvements posés sans la regarder directement. « Problématique? Dans quel sens? » « Bon, vous sortez sans prévenir. Vous ne remplissez pas vos responsabilités dans la maison. Vous avez une attitude de défi. Ce n'est pas ce que nous attendons de quelqu'un qui va continuer à vivre ici. » Voilà encore cette phrase. Quelqu'un qui va continuer à vivre ici. Comme si ma permanence dans ma propre maison dépendait de leur bienveillance. « Je comprends votre inquiétude, » ai-je dit en prenant une gorgée de mon café. « Mais je pense qu'il y a un malentendu fondamental que nous devons clarifier. » Quel malentendu? Le malentendu sur qui prend les décisions dans cette maison. Marine a froncé les sourcils, clairement irritée par ma réponse. « Robert, vous savez parfaitement que Richard et moi sommes ceux qui font fonctionner ce foyer. Nous payons les factures, nous nous occupons de tout. » C'était fascinant de voir comment elle avait construit sa propre version de la réalité. Dans son esprit, elle et Richard étaient les généreux pourvoyeurs qui s'occupaient du pauvre vieux nécessiteux. Elle n'avait aucune idée que toutes les factures étaient payées automatiquement depuis mon compte bancaire, le même que j'avais autorisé il y a 2 ans, quand ils étaient arrivés avec leur histoire de crise temporaire. « Marine, je pense que nous devrions attendre le retour de Richard pour avoir cette conversation, » ai-je dit, finissant mon café. « Non, Robert, cette conversation est entre vous et moi. Richard est trop mou avec vous. Ça a toujours été comme ça, mais moi je ne vais pas permettre que vous continuiez à manquer de respect à cette famille. » Le mot « famille » m'a frappé comme une gifle. Pendant 2 ans, j'avais désespérément essayé de garder cette famille unie, m'adaptant à chacune de leurs exigences, sacrifiant mon confort, mon espace, ma dignité. Et maintenant, c'était moi qui manquais de respect. Qu'est-ce que vous considérez exactement comme un manque de respect, Marine? Votre attitude d'hier, pour commencer. Sortir sans prévenir, ne pas préparer à manger, parler comme ça à Richard, et puis vous êtes arrivé avec des sacs de courses comme si vous célébriez quelque chose. C'est comme si vous ne compreniez pas la gravité de votre situation. Ma situation, comme si j'étais un adolescent problématique au lieu du propriétaire de la maison où elle vivait gratuitement. Et quelle devrait être, selon vous, mon attitude correcte? De la reconnaissance. Pour commencer, Richard et moi sacrifions beaucoup pour pouvoir prendre soin de vous.
Nous pourrions vivre dans notre propre endroit, construire notre avenir, mais au lieu de ça, nous sommes ici à nous occuper de vos besoins. » Chaque mot qui sortait de sa bouche était comme un clou de plus dans le cercueil de toute possibilité de réconciliation. J'avais passé les derniers mois à me demander si j'étais trop sensible, si peut-être mes plaintes étaient exagérées, mais l'entendre parler de sacrifice et de s'occuper de mes besoins m'a confirmé que ma décision était la bonne. « Marine, vous êtes-vous jamais demandé d'où vient l'argent pour payer les factures de cette maison ?» La question a semblé la déconcerter. « Bon, Richard travaille, je fais des travaux en freelance. Et ses revenus sont suffisants pour entretenir une maison de cette taille, plus les dépenses de nourriture, services, assurance, entretien. Eh bien, nous nous débrouillons, nous sommes de bons gestionnaires. » La naïveté dans sa réponse me donnait presque de la tendresse. Elle croyait vraiment qu'avec le salaire moyen de Richard, comme responsable de stock et ses travaux sporadiques de design graphique, il pouvait entretenir une propriété qui valait plus de 400 000 €. « Marine, toutes les factures de cette maison sont payées automatiquement depuis mon compte bancaire. L'eau, l'électricité, le gaz, le téléphone, Internet, les assurances, les impôts fonciers, tout. La seule chose que vous payez, c'est votre nourriture personnelle et l'essence. » J'ai vu comment son expression changeait lentement, de la confusion à la compréhension, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique contrôlée. Ça ne peut pas être vrai. Richard m'a dit qu'il s'occupait de tout. Votre mari vous a menti, ou peut-être qu'il a simplement supposé que vous saviez la vérité et ne s'est jamais donné la peine de la clarifier. Marine est restée silencieuse plusieurs secondes à traiter cette information. Quand elle a reparlé, sa voix avait un ton défensif qui n'était pas là avant. « Bon, mais ça ne change pas le fait que nous prenons soin de vous. Nous vous tenons compagnie, nous nous assurons que vous allez bien, nous vous incluons dans nos activités familiales. » C'était incroyable sa capacité à réinterpréter la réalité. Dans sa version des faits, m'avoir relégué dans ma chambre quand venaient des visites, c'était m'inclure dans des activités familiales. « Marine, ces 2 dernières années, combien de fois m'avez-vous demandé ce que je voulais faire le week-end? Combien de fois m'avez-vous consulté avant de changer la décoration de la maison? Combien de fois m'avez-vous demandé mon opinion sur les décisions qui affectent mon propre foyer? » Encore le silence gênant. Ce sont des décisions mineures. L'important, c'est que vous êtes soigné et protégé. Protégé de quoi exactement? De la solitude, des risques de vivre seul à votre âge, de prendre de mauvaises décisions. Voilà la vraie racine de tout ce système de contrôle. Dans son esprit, j'étais un vieux incompétent qui avait besoin d'être protégé de ma propre vie. Je n'étais pas leur égal. Je n'étais pas un adulte capable de prendre des décisions. J'étais un projet de charité qui leur donnait le droit de contrôler chaque aspect de mon existence. Marine, vous savez ce que j'ai fait hier quand je suis sorti sans prévenir? Aucune idée. Je suis allé voir mon notaire. Nous avons revu tous mes documents légaux, tous les actes de propriété, tous mes actifs financiers. Je l'ai vu pâlir légèrement. Pourquoi faire? Pour m'assurer que tout était en ordre avant de prendre des décisions importantes sur mon avenir. Quel genre de décision? À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était un message de Cédric. « Robert, l'agent immobilier peut venir cet après-midi à 15 h pour faire l'évaluation formelle. Ça te va ?» J'ai répondu rapidement. « Parfait, je l'attendrai. » Marine a vu que j'avais essayé de lire mon écran, mais j'ai réussi à ranger avant qu'elle voie le contenu complet. « Qui était-ce » a-t-elle demandé avec une curiosité mal déguisée. « Mon cousin, il a un rendez-vous cet après-midi. » Quel genre de rendez-vous? Des affaires personnelles. La réponse l'a visiblement frustrée. Pendant 2 ans, elle avait eu accès total à ma vie privée. Elle savait avec qui je parlais, où j'allais, ce que je faisais à chaque minute du jour. Cette nouvelle version de moi, qui avait des affaires personnelles et des rendez-vous mystérieux, la dérangeait clairement. « Robert, je n'aime pas votre attitude. C'est comme si vous prépariez quelque chose dans notre dos. » Et si c'était le cas,
La question l'a laissé sans voix. C'était la première fois en 2 ans que je répondais avec une question directe au lieu d'une excuse ou d'une explication. Si c'était le cas, ai-je continué, quel serait exactement le problème? Est-ce que je n'ai pas le droit de planifier ma propre vie? Bien sûr que vous avez le droit, mais nous sommes une famille. Les décisions importantes sont censées être discutées en famille. Comme quand vous avez décidé de rénover ma maison sans me consulter, comme quand vous avez décidé que j'avais besoin de déménager dans un appartement plus petit, comme quand vous avez décidé combien je devais payer de loyer pour vivre dans ma propre propriété. Chaque question était comme une gifle de réalité. Marine est restée silencieuse, cherchant clairement une réponse qui justifierait la double morale de son argument. « C'est différent », a-t-elle murmuré finalement. « En quoi est-ce différent? Parce que nous pensons à ce qui est le mieux pour vous. Et qui a décidé que vous savez mieux que moi ce qui est bon pour moi? » Elle n'avait pas de réponse à ça, parce qu'il n'y avait pas de réponse logique. Tout leur système de contrôle se basait sur la prémisse que j'étais incapable de m'occuper de ma propre vie. Une prémisse qu'ils n'avaient jamais questionnée parce qu'elle leur était commode. Je me suis levé de table et j'ai lavé ma tasse dans l'évier. « Marine, cette conversation a été très éclairante. Maintenant, je comprends parfaitement quelle est votre perspective sur mon rôle dans cette maison. » « Et quelle est votre perspective, Robert ?» Je me suis tourné pour la regarder directement dans les yeux. « Ma perspective est que cette conversation se termine ici. À 15 heures, j'ai un rendez-vous important. Et je préfère que vous ne soyez pas présente pendant cette réunion. Vous me demandez de sortir de ma propre maison ?» L'ironie de cette question était si parfaite que j'ai presque souri. « Je vous demande de respecter mon intimité pendant 1 heure. Vous pouvez aller à la salle de sport, au centre commercial, rendre visite à une amie. Ce n'est pas une demande compliquée. Je n'arrive pas à croire que vous me parlez comme ça. Marine, pendant 2 ans, je me suis adapté à chacune de vos demandes. J'ai modifié ma routine, mes habitudes, mes espaces, mes relations sociales pour m'accommoder à ce que vous considériez approprié. Une seule fois, je vous demande 1 heure d'intimité dans ma propre maison et vous agissez comme si c'était une imposition terrible. Je l'ai laissé dans la cuisine, traitant mes mots, et je suis monté dans ma chambre. Une fois là, j'ai composé le numéro de Michel. Comment ça se passe, Robert? Mieux que je ne l'espérais. Marine vient de me montrer exactement qui elle est vraiment. Je n'ai plus aucun doute sur ce que je dois faire. Parfait. La lettre légale est prête. Tu veux que je la livre aujourd'hui? Non, pas encore. Je veux d'abord qu'ils voient l'évaluation de la propriété, qu'ils comprennent la vraie valeur de ce qu'ils ont pris pour acquis. Tu es plus stratège que je ne le pensais, mon ami. 68 ans de vie enseignent certaines choses, Michel. Et l'une d'elles est que la justice est plus efficace quand elle vient accompagnée de surprises. J'ai raccroché le téléphone et me suis préparé pour le rendez-vous le plus important de ma nouvelle vie. Dans quelques heures, la vraie valeur de ma propriété serait établie officiellement et alors commencerait la partie la plus satisfaisante de mon plan. Voir les têtes de Richard et Marine quand ils découvriraient que le pauvre vieux qu'ils voulaient contrôler était en réalité un homme avec plus de pouvoir qu'ils n'avaient jamais imaginé. À 15 heures pile, la sonnette a retenti. De la fenêtre de ma chambre, j'ai vu Marine sortir précipitamment vers sa voiture, clairement irritée de devoir abandonner son territoire pendant ma mystérieuse réunion. Je n'avais pas vu un homme aussi élégant s'approcher de notre porte depuis des années. Guillaume Antunes était exactement ce que j'attendais d'un agent immobilier de luxe. Costume impeccable, mallette en cuir et ce sourire professionnel qui inspirait confiance immédiate. Sa présence a complètement transformé l'atmosphère de la maison. « Monsieur Costa, c'est un plaisir de vous rencontrer. Cédric m'a dit des merveilles sur vous. De même, monsieur Antunes. Je vous en prie, entrez. » Pendant que nous marchions dans le salon principal, je l'ai vu évaluer chaque détail avec un œil expert. Les meubles que Marine avait choisis sans me consulter, la décoration qu'elle avait imposée selon ses goûts, tout était analysé d'une perspective complètement différente.
C'est une propriété exceptionnelle, a-t-il murmuré, prenant des photos et des mesures. L'emplacement est privilégié et l'entretien a été excellent. Ma femme et moi avons toujours pris soin de chaque détail de cette maison, ai-je répondu avec une fierté authentique. Pendant l'heure suivante, Guillaume a inspecté chaque chambre, chaque salle de bain, le jardin, même le garage où se trouvait la voiture que Richard utilisait quotidiennement, sans se souvenir qu'elle était aussi à moi. Ses commentaires étaient de plus en plus enthousiastes. Monsieur Costa, cette propriété est dans un quartier qui s'est valorisé exponentiellement. Le quartier est devenu l'un des plus convoités de la ville. Qu'est-ce que cela signifie en termes pratiques? Cela signifie que si vous décidiez de vendre, nous parlerions d'une valeur entre 500 000 et 550 000 euros, peut-être plus si nous trouvons le bon acheteur. 500 000 euros, encore plus que ce que Cédric avait estimé. La valeur m'a causé une sensation étrange, un mélange de vertige et de pouvoir que je n'avais pas ressenti depuis des années. Et à quelle vitesse une vente pourrait être conclue? Avec une propriété de ces caractéristiques, dans ce marché, nous pourrions avoir des offres sérieuses en moins d'un mois, si nous la préparons bien pour les photos professionnelles et organisons quelques visites stratégiques. Qu'impliquerait de préparer la maison? Principalement la présentation, quelques meubles stratégiques, éclairage optimisé, petits détails qui mettent en valeur les espaces. Mais honnêtement, cette maison est déjà en excellente condition. Quand Guillaume est parti, je suis resté seul dans le salon qui ne se sentait déjà plus comme mon salon. Tout ce que je voyais autour de moi représentait 2 ans de décisions prises sans moi, de ma vie réorganisée selon les goûts d'autres personnes. J'ai immédiatement appelé Michel. Comment s'est passée l'évaluation? Mieux que je ne l'espérais. 500 000 euros. C'est une fortune. Tu veux que la notification légale soit livrée demain? Oui, il est temps qu'ils comprennent la réalité. Quand Richard est rentré du travail, il m'a trouvé lisant tranquillement dans le salon. Il est entré dans la maison avec cette fatigue qu'il portait depuis des semaines, comme s'il percevait enfin le poids de la responsabilité qu'il avait assumée en essayant de contrôler ma vie. « Papa, on a eu une discussion ce matin. » « C'était une discussion, Richard? Marine a dit que tu as été dur avec elle. » Mon fils s'est assis en face de moi avec cette expression inquiète qu'il avait développée pour nos conversations difficiles, comme s'il était un thérapeute traitant avec un patient problématique. « Tu te souviens du jour où le testament d'Hélène a été lu? » « Bien sûr, pourquoi? »« Tu te souviens de ce que disait ce testament sur la distribution des biens? » « Oui, que tout restait à ton nom jusqu'à... jusqu'à ce que tu décèdes. » « Exactement. Et tu te souviens qui a payé toutes les factures de cette maison pendant ces 2 ans? » Pour la première fois, j'ai vu une lueur de compréhension dans ses yeux, suivie immédiatement par du malaise. « Papa, où veux-tu en venir? » « Je veux en venir au fait que ni toi ni Marine ne m'avez entretenu. C'est moi qui vous ai entretenu. » Le silence qui a suivi était long et lourd. J'ai vu comment il traitait cette information, comment les pièces d'une réalité qu'il avait consciemment ignorée s'emboîtaient. Mais nous contribuons. Avec quoi exactement? Avec votre présence? Avec me transformer en homme de ménage de ma propre maison? Papa, n'exagère pas, personne ne t'a traité comme un employé. Richard, ces 2 dernières années, combien de fois m'avez-vous consulté avant de changer quelque chose dans ma maison? Combien de fois avez-vous considéré mes opinions sur les décisions qui affectent ma vie quotidienne? Il n'avait pas de réponse parce que la réponse était évidente. 0 fois. Hier, ta femme m'a informé que vous aviez décidé de rénover la maison et que je devrais chercher un petit appartement. Aujourd'hui, elle m'a dit que si je voulais continuer à vivre ici, je devrais payer 800 € de loyer dans ma propre maison. Papa, je pense que tu interprètes mal. Je n'interprète mal rien. Je comprends parfaitement. À ce moment, Marine est descendue, ayant clairement entendu une partie de notre conversation depuis l'étage. « Robert, vous ne pouvez pas bourrer le crâne de Richard avec vos versions déformées de ce qui s'est passé. Marine,
Pourrais-tu expliquer à ton mari exactement ce que tu m'as dit ce matin sur les sacrifices que vous avez faits pour moi? Je l'ai vue hésiter, réalisant probablement qu'elle avait trop révélé pendant notre confrontation matinale. J'expliquais juste que nous avons besoin de plus de coopération de sa part. Coopération dans quel sens? Pour contribuer économiquement, respecter les décisions familiales, ne pas créer de conflits inutiles. Richard l'a regardé avec une expression que je n'avais pas vue avant. Pour la première fois en 2 ans, il semblait questionner la version de la réalité que sa femme avait si soigneusement construite. Marine, tu as dit à mon père qu'il devait payer un loyer. J'ai dit qu'il était juste qu'il contribue aux dépenses. Mais papa est le propriétaire de la maison. Bon, techniquement oui, mais nous sommes ceux qui la faisons fonctionner. Avec quel argent? Marine est restée sans réponse, et dans ce silence, j'ai vu comment la structure de mensonge sur laquelle ils avaient construit ces 2 ans de ma vie s'effondrait lentement. Demain, ai-je dit, me levant de ma chaise, vous recevrez des documents qui vous aideront à mieux comprendre la situation légale de cette maison. Après ça, nous pourrons avoir une conversation plus productive sur l'avenir. Quel genre de documents? A demandé Richard avec une voix tendue. Les documents nécessaires pour clarifier qui a le droit de prendre des décisions ici. Je suis monté dans ma chambre, les laissant dans le salon, probablement en train de discuter à voix basse sur les implications de ce qui venait de se passer. Cette nuit-là, pendant qu'ils croyaient que je dormais, je les ai entendus parler pendant des heures. Les voix s'infiltraient à travers les murs, fragments d'une conversation désespérée où ils réalisaient enfin que le vieux sans défense qu'ils avaient pris pour acquis avait plus de pouvoir qu'ils n'avaient jamais imaginé. Demain, ils recevraient la notification légale formelle, et alors commencerait la partie la plus intéressante de toute cette histoire. Le jeudi s'est levé avec un calme étrange. Richard s'était levé encore plus tôt que d'habitude, et quand je suis descendu dans la cuisine, j'ai trouvé un mot sur la table. « Papa, je suis parti tôt au travail, on parlera ce soir. » Marine ne s'est même pas donné la peine de feindre la normalité. Je l'entendais bouger au 2e étage comme un animal en cage, ouvrant et fermant des tiroirs, murmurant des phrases que je ne pouvais pas distinguer. Son monde parfait se fissurait et elle le savait. À 10 heures, le coursier du cabinet de Michel est arrivé, un jeune homme poli qui m'a remis une enveloppe scellée adressée à Richard Costa et Marine Santana, résidents temporaires. « Résident temporaire ?» ai-je demandé à Michel quand je l'ai appelé pour confirmer la livraison. C'est ainsi que la loi les classe quand ils vivent dans une propriété qui ne leur appartient pas sans contrat de location formel. Techniquement, ils ont été des invités dans ta maison pendant 2 ans. Invités. Le mot avait un goût aigre-doux. J'avais traité 2 invités, comme s'ils étaient les propriétaires de mon foyer. J'ai laissé l'enveloppe sur la table de la salle à manger, exactement là où ils la verraient en arrivant. Puis, je me suis habillé avec mon meilleur ensemble. Le costume gris que j'avais porté lors de mes dernières réunions importantes comme ingénieur, et je suis sorti pour la banque. C'était l'heure de la partie la plus cruciale de mon plan. À la banque, j'ai demandé à parler au directeur de compte, un homme plus âgé appelé Fabien Alves, qui avait géré mes finances pendant des années. « Monsieur Costa, quel plaisir de vous voir. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?»« Fabien, j'ai besoin de faire des changements importants dans mon compte et j'ai besoin d'ouvrir un nouveau compte complètement indépendant. Pendant l'heure suivante, j'ai complètement réorganisé ma structure financière. J'ai retiré toutes les autorisations que j'avais données à Richard pour accéder à mes informations bancaires. J'ai changé tous les prélèvements automatiques de service vers un nouveau compte où seul moi aurais accès. J'ai transféré la majeure partie de mes économies vers un investissement à terme fixe qui me donnerait un meilleur rendement. Y a-t-il un problème avec votre compte actuel, monsieur Costa ? Il n'y a aucun problème avec le compte, Fabien. Le problème est avec les personnes qui ont pris ma générosité pour acquise. Quand je suis sorti de la banque, je me sentais comme un homme complètement nouveau. Pour la première fois en 2 ans, j'avais le contrôle total sur mon argent,
mes décisions, ma vie. Mon arrêt suivant était l'agence immobilière de Guillaume Antounès. J'avais décidé qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Monsieur Costa, je ne m'attendais pas à vous voir si tôt. J'ai pris une décision, Guillaume. Je veux mettre la maison en vente immédiatement. Vous êtes absolument sûr? C'est une décision très importante. Je suis absolument certain. De quoi avez-vous besoin de moi pour lancer le processus? Pendant 2 heures, j'ai signé des documents, revu des contrats, discuté de stratégie marketing. La maison serait officiellement sur le marché dans 1 semaine. Les résidents actuels sont-ils au courant de cette décision? Ils le seront très bientôt. Et où allez-vous habiter pendant que la vente se concrétise? J'ai vu un appartement dans la résidence Les Palmiers. C'est parfait pour moi. Quand je suis rentré à la maison, il était 15 heures. L'enveloppe marron était toujours exactement où je l'avais laissée, mais j'ai remarqué qu'elle avait été légèrement déplacée. Il l'avait ouverte et remise, espérant probablement que je ne le remarquerais pas. Je me suis servi un café et me suis assis pour attendre. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 16h30, j'ai entendu la voiture de Richard arriver à une vitesse inhabituelle. Marine a dévalé les escaliers juste quand il ouvrait la porte principale. « Tu as déjà lu » a-t-elle demandé immédiatement. « Je l'ai lu 3 fois au bureau. Je n'arrive pas à y croire. »« Papa !» a crié Richard depuis l'entrée. « Il faut qu'on parle maintenant. »« Je suis dans le salon, » ai-je répondu tranquillement. Ils sont entrés comme une tempête. Richard avec le document légal à la main et Marine avec une expression de fureur mal contenue. « Qu'est-ce que ça signifie » a demandé mon fils, agitant les papiers. « Ça signifie exactement ce qui est écrit. Une notification légale où il est clairement établi que je suis le propriétaire unique de cette résidence et que toute modification de la propriété nécessite mon autorisation écrite. Mais c'est ridicule. Nous sommes une famille. Richard, hier ta femme m'a informé que vous aviez décidé de rénover ma maison sans me consulter. Aujourd'hui, tu reçois la notification légale que ça ne va pas arriver. » Marine s'est avancée avec les joues rouges d'indignation. « Robert, c'est de la folie. Comment pouvez-vous nous faire ça après tout ce qu'on a fait pour vous? Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour moi, Marine? On s'est occupé de vous, on vous a tenu compagnie, on a transformé cette maison en un foyer. Vous avez transformé ma maison en votre foyer. Il y a une différence très importante. » Richard s'est effondré sur le canapé, passant les mains dans ses cheveux. « Papa, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Pourquoi maintenant ?» La question avait un ton de confusion authentique qui m'a brisé le cœur. Mon fils ne comprenait vraiment pas ce qui s'était passé ces 2 ans. « Richard, quand était la dernière fois que tu m'as demandé ce que je voulais pour mon anniversaire ?»« Quoi, mon anniversaire? Quand était la dernière fois que tu m'as demandé comment je voulais le célébrer? Papa, on célèbre toujours ton anniversaire. Marine décide du menu. Marine choisit la décoration. Marine invite les gens. Je m'assois à ma propre table comme un invité dans ma propre maison. Ce n'est pas vrai. Quand était la dernière fois que tu m'as demandé si je voulais vous accompagner quelque part? Quand était la dernière fois que vous avez considéré m'inclure dans vos plans de week-end? » Le silence s'est étendu entre nous comme un abîme. « Richard, » ai-je continué avec une voix plus douce, « pendant 2 ans, je me suis senti invisible dans ma propre vie. Vous prenez toutes les décisions, contrôlez tous les espaces, gérez toute la dynamique familiale. J'existe seulement pour cuisiner, nettoyer et rester hors du chemin quand vous avez des visites. Papa, si tu te sentais comme ça, pourquoi tu n'as rien dit? Quand aurait été le moment approprié? Quand vous avez décidé de changer tous les meubles du salon? Quand vous avez décidé que mon horaire de repas était gênant pour vos routines? Quand vous avez décidé qu'il valait mieux que je reste dans ma chambre pendant vos réunions sociales? Chaque exemple était comme une gifle de réalité. J'ai vu comment la compréhension arrivait lentement dans les yeux de mon fils. Mais on pensait que tu étais confortable. Richard, est-ce que vous m'avez jamais demandé si j'étais confortable? Marine a interrompu la conversation avec une voix stridente. C'est absolument injuste. Nous avons sacrifié 2 ans de nos vies pour vous.
Sacrifier quoi exactement? Notre indépendance, nos projets, notre intimité. Marine, vous êtes venue ici parce que vous ne pouviez pas payer votre propre logement. Je vous ai offert mon foyer gratuitement, sans demander de loyer, sans même demander que vous contribuiez aux dépenses. Quel a été exactement votre sacrifice? Le sacrifice de devoir vivre avec vous, de devoir adapter nos vies à vos besoins. Voilà la vérité crue et sans ornement. Elle avait enfin sorti de sa bouche ce qu'elle ressentait tout ce temps, que ma présence dans ma propre maison était un fardeau insupportable. Richard l'a regardée horrifié. « Marine, tu ne peux pas dire ça. »« Pourquoi pas? C'est la vérité. On est là depuis 2 ans à marcher sur la pointe des pieds, modifiant nos horaires, limitant nos activités, parce que vous êtes toujours là. C'est ma maison, ai-je dit avec une voix très calme. Techniquement, oui, mais nous sommes ceux qui l'ont transformée en quelque chose de moderne et fonctionnel. Sans ma permission, avec mon argent, dans ma propriété. » Marine s'est tournée vers Richard, cherchant du soutien. « Dis-lui quelque chose. Tu ne peux pas le laisser me parler comme ça. » Mais Richard me regardait avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années, comme s'il me voyait vraiment pour la première fois depuis longtemps. « Papa, a-t-il dit lentement, tu veux qu'on parte? » La question a flotté dans l'air comme une bombe prête à exploser. C'était la question que j'avais attendue pendant des mois, mais l'entendre à voix haute m'a causé un mélange étrange de soulagement et de tristesse. « Richard, ce que je veux, c'est récupérer ma vie, ma maison, ma dignité. » Ça ne répond pas à ma question. J'ai respiré profondément avant de prononcer les mots qui changeraient tout pour toujours. « Mon fils, j'ai mis la maison en vente. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Marine est restée bouche bée. Richard a pâli comme s'il avait vu un fantôme. « Qu'est-ce que tu as dit? » « La maison sera officiellement sur le marché la semaine prochaine. Nous avons environ 1 mois avant que les premières offres sérieuses arrivent. »« Tu es fou !» a crié Marine. « Tu ne peux pas faire ça, c'est aussi notre maison. »« Non, Marine, c'est ma maison. Vous avez été des invités pendant 2 ans. Des invités qui ont oublié qu'ils étaient des invités. » Richard s'est levé du canapé comme s'il était en transe. « Papa, tu ne peux pas être sérieux. »« Je suis complètement sérieux. J'ai déjà signé tous les documents nécessaires. »« Et où vas-tu habiter ? » ?»« J'ai trouvé un endroit parfait pour moi, un appartement où je pourrais prendre mes propres décisions, décorer selon mes goûts, inviter qui je veux, cuisiner ce qui me plaît. »« Mais c'est notre foyer, » a gémi Marine. « Non, Marine, c'était le foyer que vous avez construit sur le mien, effaçant chaque trace de ma présence, transformant chaque espace en une extension de vos personnalités. Maintenant, vous aurez l'opportunité de construire votre propre foyer, quelque part, qui vous appartient vraiment. » Marine s'est effondrée sur une chaise, pleurant des larmes qui semblaient plus de colère que de tristesse. Richard marchait de long en large, passant les mains dans ses cheveux. « Papa, ça va ruiner nos vies. »« Richard, pendant 2 ans, vous avez ruiné la mienne. La différence, c'est que je ne l'ai pas fait consciemment. » Et avec cette phrase, je suis monté dans ma chambre, les laissant traiter la nouvelle réalité. Le vieux soumis qu'ils avaient pris pour acquis venait de reprendre le contrôle de sa vie, et il n'y avait pas de retour en arrière. Le vendredi matin, la maison ressemblait à une veillée funèbre. Richard était parti au travail sans prendre de petit déjeuner, évitant tout contact visuel avec moi. Marine s'était enfermée dans sa chambre depuis la veille au soir, sortant seulement pour aller aux toilettes avec une tête d'enterrement. Moi, en revanche, je me suis levé avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'était comme si j'avais dormi profondément après des mois d'insomnie. À 10 heures, Guillaume est arrivé avec le photographe professionnel pour préparer la maison pour les photos de vente. Les voir évaluer chaque coin avec des yeux commerciaux m'a fait voir mon foyer d'une perspective complètement nouvelle. « Monsieur Costa, nous allons avoir besoin de réorganiser quelques meubles pour les photographies », a expliqué Guillaume. « Rien de permanent, juste pour mieux présenter les espaces. Faites ce que vous considérez nécessaire. »
Pendant qu'il travaillait, j'ai reçu un appel de ma petite fille Sophie. « Papy, papa m'a dit que tu vas vendre la maison. » C'est vrai? Sa voix avait un mélange de confusion et d'inquiétude qui m'a brisé le cœur. « Oui, ma chérie, c'est vrai. Pourquoi tu ne veux plus habiter là? » Comment expliquer à une fille de 15 ans que ses parents avaient transformé son grand-père en étranger dans sa propre maison? Sophie, parfois les adultes ont besoin de faire des changements importants pour être heureux. J'ai besoin d'un endroit où je peux être moi-même à nouveau. Mais où tu vas habiter? J'ai trouvé un bel appartement près du parc Monceau. Il y a une chambre supplémentaire, spécialement pour quand tu viendras me voir. Tu promets que je peux venir te voir quand je veux? Je te le promets, mon cœur. En fait, tu auras plus de liberté pour me rendre visite, parce que ce sera mon espace où je décide qui vient et quand. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que Sophie avait parfaitement compris ce que ses parents refusaient de voir, que cette décision n'était pas destructrice, elle était libératrice. À 15 heures, Michel est arrivé avec plus de documents. « Robert, j'ai besoin que tu signes la modification de ton testament. Tu es sûr de ces changements? » Complètement sûr. Le Nouveau Testament était clair. La moitié de mes biens irait à Sophie quand elle aurait 25 ans. L'autre moitié serait divisée entre 3 associations caritatives qui aidaient les hommes âgés en situation de vulnérabilité. Richard recevrait une somme fixe qui lui permettrait de refaire sa vie, mais il ne serait plus mon héritier universel. Tu vas dire à Richard ces changements? Pas pour l'instant. D'abord, je veux voir comment il gère la situation actuelle. Cet après-midi-là, quand Richard est rentré du travail, il m'a trouvé rangeant tranquillement mes affaires dans ma chambre. « Papa, qu'est-ce que tu fais? J'organise mes affaires. Certaines choses viendront avec moi dans le nouvel appartement, d'autres je vais les donner. » Tu as déjà loué un appartement? Je l'ai acheté ce matin. La nouvelle l'a frappé comme une gifle. Tu l'as acheté. Avec l'argent de la vente de cette maison, je peux acheter quelque chose de parfait pour moi. Et il me reste encore de quoi vivre confortablement. Il s'est assis sur mon lit, regardant comment je pliais soigneusement les vêtements que j'avais décidé de garder. « Papa, tout ça arrive très vite. Pour toi, peut-être. Moi, j'y pense depuis 2 ans. » 2 ans? Depuis le jour où vous êtes arrivé et que Marine a décidé que mon salon avait besoin d'être modernisé sans me demander si j'aimais les changements. Richard est resté silencieux plusieurs minutes, observant mes mouvements méthodiques. « Tu me détestes ?» La question m'a surpris par sa simplicité directe. « Je ne te déteste pas, Richard, mais je ne vais plus permettre qu'on me manque de respect. Marine dit que tu la détestes, que tu l'as toujours rejetée. Ta femme confond rejet avec limite. Pendant 2 ans, je n'ai imposé aucune limite. Cette semaine, j'ai commencé à les imposer. Et tu me détestes aussi ?» Je me suis assis à côté de lui sur le lit. « Richard, tu es mon fils et je t'aimerai toujours, mais ça ne signifie pas que je vais permettre qu'on me manque de respect. Je ne savais pas que tu te sentais manquer de respect. Mon fils, quand était la dernière fois que tu m'as demandé comment je me sentais par rapport à quelque chose? » Il n'avait pas de réponse. « Quand était la dernière fois que tu as considéré mon opinion avant de prendre une décision qui m'affectait? » Silence encore. « Quand était la dernière fois que tu m'as traité comme ton père au lieu de comme un vieux problématique? » J'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Je n'avais pas réalisé. « Je sais, Richard, et c'est exactement la raison pour laquelle je dois faire ça. » À ce moment, Marine est entrée avec les yeux rouges, mais avec une expression déterminée. « Robert, nous devons arriver à un accord. » « Quel genre d'accord? »« Vous ne pouvez pas vendre la maison. Nous allons l'acheter. » La proposition était si absurde que j'ai presque ri. « Avec quel argent, Marine? »« Nous obtiendrons un prêt. Richard a un bon historique de crédit. Vous avez cherché combien vaut cette maison? Ça ne peut pas être tant que ça. 500 000 € au minimum. » J'ai vu la couleur disparaître de son visage. « C'est impossible. » « Exactement. C'est pourquoi je vais la vendre à quelqu'un qui peut payer. » Marine s'est effondrée sur la chaise à côté de mon bureau. « Robert,
Ça va détruire notre mariage. Pourquoi? Parce que Richard va me reprocher de t'avoir irrité. Marine, Richard ne va rien me reprocher. Il va te reprocher de ne pas avoir respecté son père. Mais je te respecte. Appelez respect le fait de décider sans me consulter que j'ai besoin de déménager dans un appartement plus petit. C'était pour ton bien. Qui a décidé que c'était pour mon bien? Quand m'avez-vous demandé ce que je considérais être pour mon bien? Marine a commencé à pleurer encore, mais cette fois les larmes semblaient authentiques. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Parce que vous ne m'avez jamais demandé comment je me sentais. Y a-t-il un moyen d'arranger ça? Oui, en acceptant que vous avez commis des erreurs et en respectant ma décision. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y en a pas. Cette nuit-là, pendant le dîner silencieux, Richard a finalement parlé. « Papa, quand est-ce que tu déménages? Dans 2 semaines. Et nous? Vous avez jusqu'à ce que la maison soit vendue pour trouver où habiter. Ça peut être 2 mois, ça peut être 6, ça dépend du marché. Tu vas nous aider avec quelque chose? Je vais vous donner 2 mois de ma part pour que vous puissiez payer la caution et le 1er mois de loyer quelque part. Après ça, vous devrez vous débrouiller seul. » C'était plus généreux qu'il ne l'avait été avec moi, mais c'était correct. Merci, papa. Ne me remercie pas encore, Richard. Remercie-moi quand tu auras appris à valoriser ce que tu avais. Le jour suivant, les visites de potentiels acheteurs ont commencé. Voir de jeunes familles défiler dans ma maison, entendre leurs commentaires enthousiastes sur le potentiel de l'espace, m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision. Cette maison avait besoin d'une famille qui la valoriserait, qui en prendrait soin, qui prendrait des décisions ensemble sur son avenir. Une famille qui comprendrait qu'un foyer se construit avec respect mutuel, pas avec des impositions silencieuses. La 2e semaine, après avoir mis la maison en vente, est arrivée avec une intensité qu'aucun de nous n'avait anticipée. Les visites d'acheteurs se sont multipliées et chaque sonnerie était comme un compte à rebours vers la fin inévitable. Richard avait commencé à chercher des appartements avec un désespoir silencieux qui me brisait le cœur. Je le voyais tous les soirs sur son ordinateur portable, révisant les petites annonces, calculant des budgets, affrontant pour la première fois de sa vie adulte la réalité de se soutenir complètement seul. Marine, de son côté, était entrée dans une phase de sabotage subtil. Elle laissait la maison volontairement en désordre avant les visites, parlait négativement du quartier aux acheteurs potentiels quand elle pensait que je n'écoutais pas, et avait même oublié d'ouvrir les fenêtres pour aérer les pièces. « Les acheteurs vont voir que cette maison a des problèmes », a-t-elle murmuré à Richard un samedi matin pendant que je faisais semblant de lire le journal dans le salon. « Marine, arrête ça !» a répondu mon fils avec une exaspération croissante. « Tu ne fais que retarder l'inévitable. Ce n'est pas inévitable. Ton père peut encore changer d'avis. Non, il ne peut pas. Et tu le sais. » C'était la première fois que j'entendais Richard parler avec fermeté à sa femme sur ma décision. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une acceptation réticente mais authentique de la nouvelle réalité. Le mercredi, nous avons reçu non pas une, mais 3 offres. Guillaume m'a appelé euphorique. « Monsieur Costa, nous avons une situation inhabituelle. 3 familles ont fait des offres le même jour. La plus haute est de 520 000 €. 520 000 €. 20 000 de plus que ce que j'avais espéré. Quelle famille a fait cette offre? Un jeune couple avec 2 petits-enfants. Il est médecin, elle est professeure. Ils ont un financement approuvé et peuvent conclure dans 3 semaines. J'accepte leur offre. Vous êtes sûr? Nous pourrions essayer de négocier encore plus. Guillaume, je veux que cette maison aille à une famille qui va l'aimer comme Hélène et moi l'avons aimée. L'argent supplémentaire ne m'intéresse pas. Quand j'ai communiqué la décision à Richard et Marine pendant le dîner, le silence était absolu. Richard a hoché lentement la tête, comme s'il traitait enfin qu'en 3 semaines, nous vivrions dans des endroits complètement différents. Marine, cependant, a quitté la table sans dire un mot. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans la chambre.
Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rage frustrée. Elle avait passé 2 ans à construire son royaume parfait sur ma vie, et maintenant tout s'effondrait. Le jeudi matin, j'ai trouvé Marine dans la cuisine, avec une expression que je n'avais pas vue avant. Il y avait quelque chose de désespéré dans ses yeux, comme si elle était sur le point de jouer sa dernière carte. « Robert, j'ai besoin de te dire quelque chose d'important. » J'écoute. « Je suis enceinte. » La phrase est restée suspendue dans l'air comme une bombe qui n'avait pas encore explosé. Pour un moment, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Un petit enfant. Après Sophie, la possibilité d'un autre petit enfant m'avait profondément ému. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Marine. Un calcul, une attente. Elle attendait que cette nouvelle change tout. « Félicitations », ai-je dit simplement. « Richard le sait déjà ? » ?»« Non, je voulais te le dire en premier. Je pensais que, que ça changerait les choses. » »« Ça changerait les choses comment ? On ne peut pas déménager maintenant. Je ne peux pas passer une grossesse dans un petit appartement, sans stabilité, inquiète pour l'argent. » Voilà. La dernière tentative de manipulation émotionnelle. Marine, un enfant a besoin de parents responsables qui ont leur propre maison, leur propre stabilité. Il n'a pas besoin de parents qui dépendent de la générosité d'autres personnes. Mais nous sommes une famille, exactement. Et comme famille, vous allez créer votre propre foyer pour accueillir cet enfant. J'ai vu l'espoir mourir dans ses yeux. Elle avait joué sa carte la plus forte et ça n'avait pas marché. « Tu n'as pas de cœur », a-t-elle dit avec une voix tremblante. « J'ai un cœur, Marine. C'est pourquoi je veux que mon futur petit enfant ait des parents qui savent prendre soin d'eux-mêmes. » Quand Richard est rentré du travail, Marine lui avait déjà parlé de la grossesse. Je les ai vus parler sur la terrasse, lui avec les mains sur la tête, elle gesticulant avec animation. Plus tard, Richard est venu me parler. « Papa, Marine m'a dit pour le bébé. » « Oui, elle me l'a dit aussi. Félicitations, mon fils. »« Est-ce que ça change quelque chose pour toi ?» La question était posée avec un espoir si timide que ça m'a brisé le cœur. « Richard, ça change tout et ça ne change rien. » « Je ne comprends pas. Ça change tout parce que je vais être grand-père encore une fois et ça me remplit de joie. Ça ne change rien parce que vous devez toujours apprendre à être responsable de vos propres vies. Mais avec un bébé, vous aurez encore plus de raisons de construire votre propre foyer, créer une base solide, être indépendant. Tu penses que je t'ai élevé en dépendant de la maison d'autres personnes ? » Richard est resté silencieux, traitant mes mots. « Papa, j'ai peur. » C'était la première fois en années que mon fils admettait de la vulnérabilité devant moi. « De quoi as-tu peur ? De ne pas y arriver, de ne pas être capable de soutenir une famille, d'échouer comme père. » Je me suis assis à côté de lui sur le canapé. « Richard, tu as 32 ans, tu as un emploi stable, tu es intelligent et capable. La seule raison pour laquelle tu as peur, c'est parce que tu as passé 2 ans à t'habituer à ne pas avoir de vraies responsabilités. Mais et si je n'arrive pas à payer toutes les factures ? Alors tu apprendras à mieux gérer ton argent. Tu chercheras un revenu supplémentaire. Tu feras ce que tous les pères font, tout ce qui est nécessaire pour prendre soin de ta famille. Et si on a besoin d'aide, je serai toujours là pour donner des conseils, du soutien émotionnel, de l'aide dans de vraies urgences. Mais je ne serai plus votre plan de secours pour éviter les responsabilités. » J'ai vu quelque chose changer sur le visage de mon fils. Pour la première fois depuis longtemps, il semblait comprendre la différence entre soutien et dépendance. « Tu voudras voir le petit enfant. Je voudrais être le meilleur grand-père que je peux être. » Et ça inclut donner l'exemple de comment être un homme indépendant et responsable. Cette nuit-là, j'ai entendu Richard expliquer à Marine que la grossesse ne changerait pas nos plans. La discussion a été longue et houleuse, mais à la fin, pour la première fois, c'était Richard qui établissait les limites. La semaine suivante est passée comme un flou d'activité. J'ai signé les papiers finaux de la vente.
engager une entreprise de déménagement, acheter les meubles pour mon nouvel appartement. Chaque tâche me donnait plus d'énergie, comme si je reconstruisais ma vie pièce par pièce. Cédric m'a aidé avec les derniers détails de l'appartement. C'était un espace moderne, avec 2 suites, un grand salon et un balcon avec vue sur le parc. Il avait tout ce dont j'avais besoin et rien de ce que je ne voulais pas. « Robert, tu as bien choisi », a dit Cédric pendant que nous révisions les finitions. « Cet endroit est parfait pour toi. » « C'est la première fois en 2 ans que je vais vivre dans un endroit qui est 100% à moi, ai-je répondu. Le mardi, le jour du déménagement est arrivé. L'entreprise de déménagement est arrivée à 8 heures du matin et j'avais soigneusement préparé ce que j'emporterais avec moi. Environ 30% des meubles, ceux qui avaient une vraie valeur sentimentale. Les vêtements que j'utilisais vraiment. Les livres que je voulais encore lire, les photos d'Hélène, de Richard enfant, de Sophie, tout ce que Marine avait imposé à la maison resterait derrière. Richard a aidé les déménageurs, travaillant en silence. Il y avait quelque chose de rituel dans ce processus, comme s'il comprenait enfin qu'une phase était terminée. Marine est restée enfermée dans la chambre jusqu'au moment de mon départ. Quand le dernier meuble a été chargé, je suis resté dans le salon vide avec Richard. La maison était étrangement silencieuse, dépouillée de toutes les couches de vie que nous avions accumulées au fil des ans. « Papa !» a dit Richard, sa voix résonnant dans l'espace vide. « Je suis désolé. » « Pourquoi ? » « Pour ne pas avoir réalisé, pour avoir laissé les choses arriver à ce point, pour t'avoir traité comme si tu étais invisible dans ta propre maison. » C'étaient les mots que j'avais attendu d'entendre pendant 2 ans. Mais maintenant qu'ils étaient enfin arrivés, ils ne m'apportaient pas la satisfaction que j'imaginais. Au lieu de ça, j'ai ressenti une tristesse profonde pour la nécessité d'être arrivé à cet extrême. Richard, l'important n'est pas ce qui s'est passé, c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant. Je vais prendre soin de ma famille, je vais être l'homme que tu m'as appris à être. Et je serai là pour voir ça arriver. Nous nous sommes embrassés là dans le salon vide et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'embrassais vraiment mon fils, pas la version dépendante et diminuée qu'il était devenu. Marine est descendue au dernier moment quand j'étais déjà à la porte. « Robert, a-t-elle dit, ses yeux rouges de larmes, tu vas vraiment faire ça? Tu vas vraiment nous laisser ?»« Marine, je ne vous laisse pas. Je vous donne l'opportunité de grandir. Et si on n'y arrive pas, alors vous découvrirez que vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. » Elle s'est approchée, hésitante. « Je peux te faire un câlin ?» Je l'ai embrassée, sentant toute la tension des derniers mois. Ce n'était pas un câlin de réconciliation, c'était un câlin d'adieu d'une phase qui avait duré trop longtemps. « Prends soin de mon petit enfant, » ai-je dit. « Et apprends à prendre soin de toi aussi. » Je suis sorti de la maison à 14 heures, un mardi ensoleillé. Pour la première fois en 2 ans, j'ai fermé la porte sachant que quand je reviendrais, ce serait comme visiteur, pas comme otage de ma propre générosité. L'appartement m'a accueilli avec ses odeurs de peinture fraîche et de possibilités infinies. Les nouveaux meubles étaient livrés tout au long de l'après-midi et je supervisais chaque placement avec le soin de quelqu'un qui crée un sanctuaire. À 18 heures, j'ai appelé Sophie. « Papy, comment est le nouvel appartement ?»« Parfait, ma chérie. »« Quand viens-tu me voir ? » ?»« Je peux venir ce week-end. »« Tu peux venir quand tu veux. Maintenant, c'est moi qui décide qui entre dans ma maison. » Cette nuit-là, j'ai préparé mon premier dîner dans la nouvelle cuisine. Juste pour moi, comme j'aimais, à l'heure que je voulais. J'ai mangé en regardant les informations, sans avoir à négocier la chaîne avec personne. C'était une liberté si simple qu'elle m'a presque fait pleurer. À 21 heures, mon téléphone a sonné. C'était Richard. « Papa, comment tu te sens ?»« Bien, fils, très bien. La maison semble vide, sans toi. Et vous allez apprendre à la remplir avec votre vie. On a trouvé un appartement. C'est petit, mais c'est propre, et c'est près de mon travail. Excellent. Quand déménagez-vous ? La semaine prochaine.
Le nouveau propriétaire veut prendre possession rapidement. Il y avait de l'anxiété dans sa voix, mais aussi quelque chose que je n'avais pas entendu depuis longtemps, de la détermination. Tu vas y arriver, Richard. J'espère. Je le sais. Pendant les semaines suivantes, j'ai suivi à distance la transition de Richard et Marine vers la vie indépendante. Il m'appelait régulièrement, parfois pour se défouler sur les difficultés, parfois pour partager de petites victoires. « Papa, on a réussi notre premier mois complet en payant toutes les factures sans retard », m'a-t-il dit un jeudi soir. « Je suis fier de toi. » C'était difficile. On a dû couper plusieurs choses. Marine a annulé la salle de sport, on a commencé à cuisiner plus à la maison, on a annulé des services de streaming. Et comment vous vous sentez? Fatigué, mais... Bien, c'est bizarre, mais je me sens plus adulte. Sophie a commencé à me rendre visite régulièrement les week-ends. Elle adorait aider à décorer l'appartement, choisir des plantes pour le balcon, réorganiser la bibliothèque. C'était un partenariat que je n'avais pas eu depuis des années. Quelqu'un qui voulait vraiment participer à ma vie au lieu de la tolérer. « Papy, tu as l'air plus heureux », a-t-elle observé un dimanche matin pendant que nous prenions le petit déjeuner sur le balcon. « Je me sens plus moi-même. Papa a dit qu'il comprend maintenant pourquoi tu as fait ça. Et toi, tu comprends ? Je pense que oui. Parfois les gens ont besoin de se perdre un peu pour se retrouver vraiment. » La sagesse de cette fille de 15 ans m'impressionnait constamment. 2 mois après le déménagement, Richard est venu me voir seul. C'était un samedi après-midi, et j'étais en train de lire sur le balcon quand il a sonné. « Papa, on peut parler ?»« Toujours. Tu veux un café ?» Nous avons servi le café et nous nous sommes assis sur le balcon. Richard avait l'air différent, plus mince, plus sérieux, mais aussi plus centré. « Comment va Marine ?» Mieux. La grossesse se passe bien. Elle est en train de s'adapter. Et toi? Je voulais m'excuser vraiment. Richard, non papa, laisse-moi parler. Pendant 2 ans, je pensais que j'étais un bon fils en m'occupant de toi. Mais je ne m'occupais pas. Je contrôlais, je diminuais, je traitais comme si tu étais incapable. Je suis resté silencieux, le laissant parler. Et le pire, c'est que je ne m'en suis même pas rendu compte. Je pensais être généreux, sacrifier mon indépendance pour être près de toi, mais en réalité, j'étais lâche. C'était plus facile de vivre dans ta maison que de construire ma propre vie. Richard. Quand on a dû partir, quand on a affronté la première facture d'électricité de l'appartement, quand Marine a eu des nausées et que j'ai dû m'occuper d'elle après une journée entière de travail, c'est là que j'ai compris ce que c'était d'être vraiment responsable. J'ai vu des larmes se former dans ses yeux. Tu n'étais pas cruel. Tu m'apprenais à être un homme. Et il m'a fallu 32 ans pour comprendre la leçon. Je me suis levé et j'ai embrassé mon fils. C'était un câlin différent de tous les autres. C'était le câlin entre 2 hommes adultes qui se respectent mutuellement. Je suis fier de toi, ai-je dit. Merci de ne pas avoir abandonné. Cet après-midi-là, Richard m'a aidé à monter une nouvelle étagère dans le salon. Nous avons travaillé côte à côte, parlant du bébé à venir, de ses projets pour l'avenir, de ses espoirs et inquiétudes. C'était la première fois en année que nous passions du temps ensemble comme père et fils, pas comme soignants et dépendants. Quand il est parti, à 18 heures, je l'ai raccompagné à la porte avec le sentiment que j'avais enfin récupéré mon fils. 3 mois plus tard, j'ai reçu un appel à 3 heures du matin. « Papa, il est né !» C'était Richard, épuisé mais euphorique. « Comment vont la mère et le bébé ?»« Tout le monde va bien. C'est un garçon. On veut l'appeler Robert. » J'ai senti une émotion que je n'attendais pas. Mon nom transmis à une nouvelle génération, pas par obligation ou manipulation, mais par amour authentique. « Je peux venir le rencontrer demain ? » « Bien sûr. En fait, papa ? » « Oui, merci. Pour tout. Pour m'avoir forcé à grandir, pour m'avoir appris qu'aimer ce n'est pas protéger des conséquences, pour ne pas avoir accepté moins que ce que je pouvais être. » J'ai raccroché le téléphone, le cœur plein. J'étais grand-père, encore une fois, mais cette fois d'un petit enfant dont les parents avaient appris à être responsables, indépendants, de vrais adultes.
Le lendemain, je suis allé à l'hôpital rencontrer Robert Jr. Il était minuscule, parfait, avec les yeux de Richard et le menton de la famille Costa. Marine était différente aussi. La maternité avait apporté une nouvelle sobriété en elle, une compréhension qu'elle était maintenant responsable de quelqu'un de plus vulnérable qu'elle-même. « Robert, a-t-elle dit quand elle m'a vu, merci. Pourquoi ? Pour nous avoir forcés à grandir avant qu'il arrive. Je ne sais pas si nous aurions été de bons parents si nous vivions encore comme des adolescents dans ta maison. C'était la reconnaissance que je n'avais jamais espéré recevoir. J'ai tenu mon petit-fils dans mes bras, sentant le poids de la nouvelle vie et de la responsabilité qu'elle représentait. Mais cette fois, c'était une responsabilité que je pouvais partager avec des parents qui étaient prêts à l'assumer. « Bienvenue au monde, Robert », ai-je murmuré pour lui. « Tu as des parents qui vont t'apprendre à être fort et indépendant, et un grand-père qui sera là pour te soutenir, mais jamais pour faire à ta place ce que tu peux faire tout seul. » 6 mois plus tard, pendant une visioconférence avec le groupe Vieille Garde, Roland m'a demandé si je regrettais quelque chose. « Tu regrettes la maison ? Tu regrettes de ne pas avoir la famille près de toi tout le temps ?» J'ai regardé autour de mon appartement. Sophie était dans le salon, faisant ses devoirs. Sur le balcon, je pouvais voir les plantes que j'avais choisi fleurir. Sur la table, il y avait des photos du petit Robert, qui avait maintenant 6 mois et apprenait à s'asseoir. « Je ne regrette pas la maison, » ai-je répondu. J'ai de la nostalgie pour certains souvenirs qui y sont restés, mais je ne regrette pas de vivre comme prisonnier dans ma propre vie. Et la famille ? La famille est plus unie que jamais. La différence, c'est que maintenant, nous nous choisissons mutuellement. Quand Richard me rend visite, c'est parce qu'il veut être avec moi, pas parce qu'il a besoin de moi. Quand je m'occupe du petit-fils, c'est parce que je peux aider, pas parce que j'y suis obligé. C'est une différence fondamentale. Tu penses que tu as fait la bonne chose ? J'en suis certain. J'ai appris qu'il y a une différence entre être nécessaire et être utile. Pendant 2 ans, ils m'ont fait croire que j'étais nécessaire, mais en réalité, ils m'avaient rendu inutile dans ma propre vie. Maintenant, je leur suis utile quand ils ont besoin, mais je ne suis pas nécessaire pour qu'ils existent, et ça nous a fait du bien à tous. Jean, qui était resté silencieux pendant la conversation, a finalement parlé. « Robert, tu nous as donné du courage. Mon fils commençait à faire la même chose avec moi. Après avoir entendu ton histoire, j'ai parlé avec lui avant que la situation devienne insoutenable. Et comment ça s'est passé ? Difficile mais nécessaire. Il a compris. Maintenant, nous avons une relation beaucoup plus saine. J'ai réalisé que mon histoire s'était répandue au-delà de notre groupe. C'était l'effet domino d'une décision qui semblait individuelle, mais qui touchait en réalité quelque chose d'universel. Le besoin de maintenir notre dignité et indépendance, quel que soit l'âge. 1 an après le déménagement, j'ai organisé une fête d'anniversaire dans mon appartement. C'était mon 69e anniversaire, et pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment excité de célébrer. Richard est arrivé avec Marine et le petit Robert, qui maintenant marchaient à 4 pattes dans la maison avec la curiosité caractéristique des bébés. Sophie a apporté un gâteau qu'elle avait fait elle-même. Michel et quelques autres amis nous ont rejoints. C'était une petite fête, mais c'était ma fête. Chaque personne là était parce que j'avais choisi de l'inviter, pas parce qu'elles étaient obligées de tolérer ma présence. Pendant le dîner, Richard s'est levé pour porter un toast. « Papa, il y a 1 an, je pensais que tu détruisais notre famille. Aujourd'hui, je comprends que tu la sauvais. Merci de nous avoir aimés assez pour nous forcer à grandir. » Nous avons trinqué, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que j'étais exactement où je devais être, entouré de personnes qui m'avaient choisi, dans un endroit qui était complètement à moi, vivant une vie qui reflétait mes propres décisions. Plus tard, cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis sur le balcon avec une tasse de thé, regardant les lumières de la ville. Mon téléphone était plein de messages de félicitations. Mon agenda était marqué avec des rendez-vous que j'avais choisis. Ma maison était arrangée comme j'aimais. Ce n'était pas une vie parfaite, mais c'était ma vie.
et après 2 ans d'invisibilité, cette différence valait plus que tout confort matériel ou fausse harmonie familiale. C'était moi qui décidais comment vivre chaque jour, et c'était la victoire la plus importante de toutes. Si vous avez aimé mon histoire, vous pouvez me soutenir en faisant un don. Ainsi, je peux écrire beaucoup d'autres histoires comme celle-ci. Merci beaucoup d'avance. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de cette personne? Je veux vraiment connaître votre opinion. Alors, écrivez ici dans les commentaires. Je suis toujours curieux de savoir ce que vous pensez. Ah, et dites-moi aussi d'où vous regardez cette histoire. Si vous voulez entendre plus d'histoires de vie comme celle-ci, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy. Il y en a beaucoup d'autres qui vous attendent. Un grand câlin et à la prochaine.